Bon, c'est Ousmane Baldé, je suis architecte, donc je suis fils de Kolda, j'ai grandi ici à Ilel et j'ai fait mon cursus scolaire à Dakar presque et celui d'universitaire je l'ai fait aussi à Dakar. J'ai fait une formation en architecture et urbanisme à Dakar. J'ai fait une formation de 4 ans et là, ça y est, j'ai fini et je suis en train de travailler dans l'architecture. Et voilà, j'ai mon propre entreprise. Je suis là. L'entreprise se trouve à Dakar. Et ici, à Kolda aussi, on a un dénombrement ici à Kolda. L'entreprise s'appelle Ainobe, Archi, Conception et Design. Ainobe, ça m'a inspiré de prendre l'origine de mon ethnie Peul, qui sont des Gainako. Donc à Gainako, on a tiré Ainobe. Ainobe, c'est quelqu'un qui surveille le bétail. Et pour moi, je suis là pour surveiller la construction, pour veiller à la construction. C'est pour ça qu'on appelle mon entreprise Ainobe, Architecture, Conception et Design. Voilà. Alors, en fait, c'est quoi un architecte? On entend parler architecte, architecture. Alors, Voilà. est-ce que vous pouvez un peu définir c'est quoi un architecte? Voilà. Un architecte, c'est quelqu'un qui a une vision plus large de ce qu'on voit du bâtiment. Les gens font d'énormes confusions parce que quand on parle d'architecte, c'est quelqu'un qui, dans le métier, est est en haut de la chaîne. Nous avons l'architecte. Après l'architecte, nous avons l'ingénieur. Après l'ingénieur, nous avons l'entrepreneur. Après l'entrepreneur, nous avons tout ce qui va des maçons, des chefs maçons et des manœuvres. Donc, l'architecte, c'est celui qui est en haut, c'est celui qui commande, c'est celui qui fait la conception du projet et c'est celui qui dirige les travaux. Donc, il est aidé par l'ingénieur. L'ingénieur, c'est celui qui fait juste le calcul béton armé et ça. Donc, après l'ingénieur, nous, ici, on confond l'architecte et le technicien, voilà, l'ingénieur, tout est confus. Mais l'architecte, il est celui qui est en haut. Après l'architecte, on a l'ingénieur et puis le technicien et le dessinateur. Donc il y a tous ces 4 branches-là qui sont différentes. Un ingénieur ne peut pas faire un plan d'architecture. Un technicien, c'est celui qui, l'architecte dit, je veux que tu me fais ce plan-là. L'architecte conçoit le bâtiment déjà et il vient dire au technicien, trace-moi ce trait, trace-moi ceci, trace-moi cela. C'est comme le dessinateur aussi, c'est ça son boulot. Maintenant, il y a un célèbre architecte qui dit, un architecte c'est celui qui crée l'esprit du bâtiment. Ce n'est pas celui qui fait juste un dessin. L'esprit du bâtiment, c'est ce qui fait vivre le bâtiment. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand tu parles d'un architecte, il a conçu le bâtiment dans son esprit. C'est comme s'il vit dans le bâtiment avant que le bâtiment n'existe. C'est ça un architecte. D'abord, il fait ce qu'on appelle des analyses urbaines, voir ce qui va des voies de communication, des voies, voilà, et de tout ce qui va de la météo, disons, tout ce qui va du climat d'immense. Ensuite, il va aussi faire des analyses sur le nombre de personnes qui seront dans la maison. Il va falloir aussi pour lui de créer un bâtiment qui va avoir une interaction entre l'environnement et le bâtiment aussi. Les ventilations dans les chambres. Nous, d'habitude, maintenant ici, on utilise beaucoup les ventilos mécanisés. Et c'est des choses qu'on doit pouvoir vraiment épargner de notre budget.
parce que c'est très cher. On peut utiliser une ventilation naturelle, qui se trouve dans l'environnement par rapport au bâtiment, les ouvertures et les ventilations transversales. Ces ventilations transversales permettront au bâtiment de respirer. Tout ça, toute cette analyse-là, l'architecte le fait avant de faire un bâtiment. Le technicien, il ne connaît pas ça. Le dessinateur aussi, il ne connaît pas ça. Voilà, c'est ça. Il y a aussi un autre côté de l'architecte, c'est son esprit artistique. Il combine la technicité et l'art. Je suis un artiste, je ne suis pas seulement un architecte. Je suis un artiste qui s'exprime et je suis technique. Art et technique, c'est ça être un architecte. Voilà. Alors, dites-nous. Voilà, en fait, moi j'étais motivé. En fait, c'était pas mon but de faire de l'architecture au début. Parce que, bon, à Kola ici on me connaît, je suis un grand joueur. Disons, je jouais et puis tout le monde connaît mon talent. Voilà, quoi, je voulais exploiter ce côté d'un don que Dieu m'a donné. Mais je me suis balancé vers l'architecture. Et quand j'ai vu ce qui se fait en architecture, j'ai tout de suite eu l'amour de continuer ça et de m'enfoncer vraiment dedans. Parce que pour moi, je peux résoudre des problèmes avec l'architecture. Parce que lorsque je suis arrivé à l'école d'architecture, on nous a mis devant là, on nous dit, chacun dit pourquoi il est là, pourquoi il veut faire de l'architecture. Moi, je les ai dit, moi je fais de l'architecture parce que on a besoin de moi derrière moi. Il y a Kolda qui a besoin de moi. Et il y a la Casamance qui a besoin de moi. Vous voyez, la façon dont je vais concevoir un bâtiment ici en Casamance, ce n'est pas la même chose que je vais concevoir quand je serai au nord à peu près. Parce que je sais ce qu'il faut. Je sais ce qu'il faut pour la Casamance. Parce que je suis Casancien. C'était ça mon but. C'était de venir en aide la société casamancière par rapport à la construction, par rapport aux matériaux qui existent sur place. Vous savez, ici en Casamance, on peut concevoir un bâtiment à moindre coût. Et ce que font les gens maintenant, c'est de prendre... quand tu conçois un bâtiment sans briques en ciment, on te dit que vraiment tu n'as pas fait une bonne architecture. Tu vois? Or que c'est faux. On peut créer un bâtiment avec de la terre cuite. La terre là, la terre a des capacités, a des caractéristiques qui permettent de faire vivre le bâtiment. C'est-à-dire à l'intérieur, on aura ce qu'on appelle une inertie thermique. Une inertie thermique, c'est une température qui n'est pas très très chaud à l'intérieur par rapport à l'extérieur. Nous savons qu'à Casamance, nous avons beaucoup de soleil. Il fait tellement chaud. Et on a la terre qui est là. Pourquoi on utilise les briques de ciment? On peut utiliser la terre. On en fait des briques qui sont jolies. On n'a pas besoin de mettre la peinture sur ces briques-là. Ça, c'est une façon de diminuer le coût de construction. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'on a la paille. Nous, en Casamance, on a la paille, on a la chaleur et on laisse la paille pour partir chercher des feuilles de zinc. Tu vois? Les feuilles de zinc. Et quand tu prends le zinc, tu mets sur le gaz, tu allumes le gaz. Le zinc a une transmission directe de la chaleur. Comprenez? Et quand tu as comment ça s'appelle, la paille. La paille a une capacité de retenir la chaleur et a une capacité de rendre... la température à l'intérieur va changer par rapport à ça. Vous voyez un peu? Et nous, l'erreur qu'on fait, on va acheter des zinc, on va mettre, pourquoi? Parce qu'on veut que ça soit moderne. Les zinc, ça devient chaud, on ne peut pas être à l'intérieur. C'est pourquoi, quand vous constatez, le matin, on peut être à l'intérieur des bâtiments, mais la nuit, on est dehors parce qu'au moment où
Au moment où la chaleur arrive au niveau du bâtiment, à ce moment-là, on ne peut pas être là-bas. Le bâtiment, la chaleur traverse tout le bâtiment pour être à l'intérieur du bâtiment la nuit. Et c'est à ce moment-là qu'on sort à l'extérieur, puisqu'on ne met pas beaucoup d'ouvertures. On adopte des ouvertures. On est coincé sur un type d'architecture qui nous ronge. Vous voyez un peu, des petites ouvertures de 1 mètre. Voilà, c'est compliqué. Et moi, je veux changer ça. Moi, je veux changer ça. J'ai déjà commencé à travailler sur une villa. Une villa typiquement casassier, c'est-à-dire une villa qui va prendre en compte le climat de Casamance, l'aspect économique, social des Casassiers, et qui va prendre aussi les matériaux qui existent sur place pour construire le bâtiment sans pour autant faire beaucoup de dépenses. Vous voyez? Et pour moi, pour aider la population, c'est ce que je veux faire. Et je vais les convaincre de faire ça. Parce que je vais faire bien mon boulot, quoi. Quand tu le fais bien, voilà, tu vas attirer l'attention. C'est ça mon but dans l'architecture et c'est ce que je veux faire. Voilà. Alors, vous avez fait des conceptions. Alors, la matière, alors, comment vendre, en fait, vendre les produits d'architecture? Comment vous les vendez? On veut vraiment savoir le marché, comment ça fonctionne. Le marché de l'architecture. D'accord. Pour le marché d'architecture, c'est très très cher. Hein. Je ne vous le cache pas parce que nous, quand même au Sénégal, nous avons une petite marge de collaboration avec la population, souvent. Mais un architecte, normalement, est payé au prix de mètre carré. Vous voyez? Quand on a 150 mètres carrés, l'architecte peut décider de te faire une facture de voilà, 50 000 francs par mètre carré. Oui, c'est par rapport au mètre carré. L'étage, c'est des mètres carrés. Le deuxième étage, c'est des mètres carrés. C'est comme ça que ça se passe pour le marché de l'architecture. Maintenant, au Sénégal, ailleurs, on applique ça. Hein. Ailleurs, il y a un code d'architecture qui parle de la rémunération des architectes et qui fixe les prix au mètre carré pour les architectes. Et au Sénégal, on a l'habitude de travailler en collaboration avec les populations. On sait qu'au Sénégal, personne ne va te payer, à moins que ce soit un client potentiel, un client qui a beaucoup d'argent, te payer 50 000 francs par mètre carré. Tu vois? Ce que font les architectes, c'est qu'on va discuter sur les prix. On te dira, voilà, on va te faire 20 000 francs le mètre carré ou 10 000 francs le mètre carré. Ça existe au Sénégal, c'est comme ça qu'ils travaillent. Et le plus souvent, pire ici à la Casamance, c'est encore plus difficile. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je prends en compte la population qui est sur place. L'aspect économique, ça m'importe beaucoup. Je ne peux pas peser sur, par exemple, une famille qui a des problèmes pour manger et de lui faire des trucs qu'il ne peut pas payer. Vous voyez un peu? C'est contradictoire. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre en compte sa situation et de lui proposer quelque chose qui ne va pas être cher pour lui parce qu'ils en ont besoin. Moi, je vois la nécessité d'un architecte ici et je mets pas en avant le côté c'est pas les sous que ça me rapporte. Alors comment vous gagnez les marchés? Bon, les marchés, le plus souvent c'est bouche à oreille. Comprenez? Il y a un gars qui a vu ton boulot
c'est joli, voilà, il est content de tout ce qu'il a fait. Il prend son numéro, il t'appelle, j'ai besoin de toi, on m'a montré ce que tu as fait, je veux avoir ça. Soit, c'est aussi des appels d'offres, mais des appels d'offres, vous connaissez ce qui se passe dans les appels d'offres, c'est souvent des magouilles qui sont là-bas. On ne te connaît pas dans la région, on ne te donne jamais d'appel d'offres. Même si tu bats le record, même si tu es le meilleur, on ne te donne jamais d'appel d'offres. On prend un maçon ou quelqu'un qui n'a même pas fait de l'architecture, on lui dit propose-nous un plan, on prend l'appel d'offres et puis on va te donner, tu vas en retour nous donner quelque chose. C'est comme ça que ça se passe ici. Et que tu sois un dieu d'architecture, tu ne peux pas gagner de projet ici. Et ça, je le déplore, quoi. Parce que pour moi, je ne suis pas venu pour les sous. Quand on me donne un bâtiment, par exemple, un ouvrage public, tout de suite, je suis content. Vous savez pourquoi? Parce que je sens que je vais aider les gens. Je vais aider les enfants qui viendront, par exemple, à l'école. Je vais mettre à l'aise les enfants. Je vais sécuriser le périmètre des enfants. L'architecture fait tout ça. L'architecture participe même à l'épanouissement de l'individu. Vous voyez? Et c'est déplorable de prendre quelqu'un qui ne connaît même pas tout ce qui est architecture. Tu lui donnes un appel d'offres qui est très, très grand, vraiment qui... Et puis il va faire ce qu'il veut faire. On va lui donner juste l'argent et il va en retour donner aux autres. Et puis c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que les architectes ont, par exemple, comme font les juristes, un barreau ou bien un consortium, là où on va discuter de tarification, là où on parle de réglementation, est-ce que vous avez une structure qui porte l'ensemble des architectes? Oui, il y a une structure qu'on appelle Ordre des architectes. Ça se trouve à Dakar. Et dans cet ordre, on a tout ce qui va de... Voilà, tout ce qui est tarification et tout ce qui est organisation, en tout cas, il y a les architectes qui se regroupent là-bas. Mais ici, on n'en a pas. Vous voyez, ici à Kola, on n'a pas une structure qui peut regrouper d'architectes. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu un architecte ici à Kola. Ici à Kola, que des dessinateurs. Il n'y a même pas de technicien. Je n'ai pas encore rencontré un technicien. Il n'y a que des dessinateurs. Et puis, moi, je déplore une autre chose. Est-ce que je peux le dire? Vous savez, ici à l'urbanisme, moi, j'ai vu des gens qui font des plans à l'urbanisme. Tu n'es pas urbaniste. Tu es juste un agent d'urbaniste. Mais tu fais des plans d'architecture. Ça, c'est pas possible. Moi, j'aime vraiment... Alors ça demande des normes. Mais ça demande des normes. Tu dois comprendre. Tu dois comprendre l'architecture avant de faire un plan d'architecture. Personne à l'urbanisme ici et au cadastre. Au cadastre aussi, ça existe. Des gens qui font des plans et qui encaissent de l'argent. Il y en a qui copient des plans. Ils sont là, j'ai des plans de 150 mètres carrés, j'ai des plans de 200 mètres carrés, tu choisis. Mais c'est quoi ça? Chaque plan a besoin d'être analysé parce que chaque plan est différent de lieu où on va le faire. Donc chaque lieu détermine le type de plan qui va se mettre sur place. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. La population n'a pas compris ça. Et ils facturent des choses facilement. Viens, je te fais le plan, tu choisis. Choisir un plan, c'est incroyable. Tu sais, c'est quoi choisir un plan? C'est de forcer, de dire à celui qui doit prendre le plan, c'est-à-dire le client, c'est de forcer le client à prendre ce qu'il n'aime pas. Normalement, ce qui doit se passer, c'est que tu dois dire au client, tu veux quoi et comment est-ce que tu le veux. C'est ça un architecte. Ce qu'il y a dans ta tête, moi c'est ça que je vais prendre, le mettre dans ma tête
et suivre les normes sur place pour faire le projet. Mais ce n'est pas venir prendre un plan tout fait et lui dire voici ton plan. Non, 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 non. Et s'il ne veut pas de véranda, tu as mis un véranda. S'il ne veut pas un grand salon, tu as mis un grand salon. S'il ne veut pas les toilettes à côté de la cuisine, tu l'as mis toi. C'est pas bon. Notre métier, c'est d'écouter et de traduire ce qu'on a entendu par des actes qui sont concrets et qu'on voit, qui existent. C'est ça notre métier. Quant aux autres qui font des plans, c'est déplorable. Je lance un appel à tous ceux qui sont dans cette voie-là, de vraiment revoir ce qu'ils sont en train de faire. Ils connaissent. Moi, en tout cas, je me suis pointé là-bas et je les ai dit, ce que vous faites là, c'est pas bon. J'ai amené ma machine, j'ai ouvert, je les ai montré. Voici un projet d'architecture. C'est pas seulement de faire des traits, c'est pas ça l'architecture. Arrêtez s'il vous plaît. Moi j'ai vu ce plan-là se reproduire dans beaucoup de projets. Le même plan sur beaucoup de projets, ça signifie que tu es en train d'amasser de l'argent et tu nuis l'autrui. Arrêtez s'il vous plaît. Mais on m'a dit, bon attends, il y a deux personnes ou trois qui m'ont coincé là. Ils m'ont amené en me disant que allons-y, on va partir chez moi, tu vas m'expliquer ce que c'est que l'architecture. Tu as compris? Pourquoi? Ils ne veulent pas que j'explose, ils ne veulent pas que je dise les choses. Mais est-ce que aussi c'est la manière dont tu es en train de pratiquer les choses, est-ce que ce n'est pas la manière dont ils vont exposer les populations? Parce que quand on parle d'architecture, on parle de sécurité, on parle également d'évaluation du sol, du niveau, tout ça. Est-ce que ce n'est pas une manière également? Parce qu'on voit beaucoup de maisons qui n'ont pas duré, les gens construisent, mais vous donnez au moins un délai par rapport à la maison. Bien sûr. C'est ça aussi, c'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. L'analyse qu'on doit faire du bâtiment, elle doit être complète. Du début à la fin, on voit qu'on néglige les types de sols qui existent sur place. Et c'est carrément, c'est ça en fait le bâtiment. Le sol, là où ça doit se poser les fondations. On a l'habitude de faire des erreurs par rapport à ces fondations-là. On dit, ça c'est tout le monde qui fait cette erreur-là, c'est-à-dire que aussi bien qu'il y a la profondeur sur les fondations, aussi bien que la fondation elle est bonne. C'est ça qu'on dit. Ça c'est faux, c'est pas ça. Vous savez, la fondation, c'est, par exemple, on peut dire que c'est la chaussure du bâtiment. C'est la fondation qui protège le bâtiment. Maintenant, même si tu as des chaussures, je donne un exemple. Vous voyez qu'ici, il y a des épines. Même si tu as des chaussures, est-ce que tu vas passer dessus? Non, tu ne vas pas passer dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a des épines. Donc, même s'il y a la profondeur, tant qu'on ne trouve pas un bon sol, on n'a pas encore de bonne fondation. C'est ça. On peut creuser un peu, on peut creuser à 1 mètre, on trouve le bon sol. On se pose là-dedans, on a une bonne fondation. On peut creuser 2 mètres, 3 mètres, on ne trouve pas de bon sol, on pose nos fondations, on n'a pas fait une bonne fondation. C'est ça la confusion que font les gens actuellement. Et ça, ce sont des études qu'on fait pour connaître les types de sols. Il y a des types de sols qui sont bien, il y a des types de sols qui ne sont pas bien pour la construction. Il y a des sols qui sont le sable mouvant. Le sable mouvant, c'est un sol, quand tu poses les fondations, vite fait, tu commences à voir des fissurations sur le mur parce qu'il y a les fondations qui bougent. Vous voyez? Parce que là où tu as posé tes fondations, c'est un sable qui ne tient pas et qui gonfle. Quand ça gonfle, ça fait bouger le bâtiment et on voit des fissurations.
Il y a des sables. Le sable, le meilleur sable, c'est le sable gros grain. Quand on trouve ça, tu creuses à 1 mètre, tu trouves le gros grain, tu mets tes fondations. C'est ce qui est conseillé. Et cette analyse, on ne le fait pas. On doit le faire. Après cette analyse, c'est compliqué, Il y a tellement de choses à faire. Le bâtiment, c'est pas... Voilà, le maçon vient et mets-moi le bâtiment ici. Je veux des fondations de 2 mètres. Tu n'as même pas regardé ce qui se passe, tu dis 2 mètres. Hein? On soulève le bâtiment, tu ne respectes pas les allèges. Les allèges, c'est la hauteur du sol jusqu'au début de la fenêtre. C'est ça, allège. Tu ne respectes pas les allèges, tu ne respectes pas les linteaux. Tout ça, il y a des normes. Il y a des normes fixes. Par exemple, allège là, c'est 1 mètre. Après une fenêtre de 1,20 m, après il y a le linteau 80. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend. Mais eux là, ils n'ont pas ces compétences-là et ils veulent faire des projets. Et la population est obligée de tourner vers eux parce qu'ils ne savent pas. Est-ce que aussi ce n'était pas le manque d'architectes à Kolda? Bien sûr. Voilà, mais bien sûr. C'est la méconnaissance des choses qui font. Mais bien sûr. Tout cela que les gens suivent des gens qui se disent avérés, qui se disent connaisseurs. Or qu'ils ne connaissent pas. C'est ça. C'est parce que la population n'est pas informée. Moi, j'ai un programme pour ça. Alors, vous venez de mettre en place votre structure. Alors, qu'est-ce que vous pensez apporter à la population qui en a tant besoin par rapport à cette architecture? Voilà. Mon structure AENOB Architecture, Conception et Design va œuvrer pour la population. D'abord, la première chose à faire, c'est de revoir l'urbanisation de la ville. L'urbanisation de la ville, l'urbanisation c'est quoi? C'est le plan urbain de Kolda. Parfois tu rentres dans des quartiers, tu ne vois pas d'issue. Tu peux rentrer, par exemple il y a un quartier qui est derrière là, il est là, qui commence à se développer, c'est dangereux. C'est des quartiers qui deviennent plus tard les favelas du Brésil, vous connaissez, des trucs qui s'entassent. Vous voyez, et ça développe le banditisme, ça développe des choses qui ne sont pas bien. Et quand on a des urgences comme l'ambulance ne peut pas venir quand il y a un incendie, on a énormément de pertes. Et il y a aussi quand la police ne peut pas circuler, ne peut pas surveiller les gens. On doit éviter ça. Ça, c'est dangereux. Moi, lorsque je suis venu encore là, la première chose qui me tient à cœur, c'est d'abord essayer de régulariser le plan de la ville avec les voies normales, les voies secondaires, les dégagements et faire un plan d'Amiens. Un plan d'Amiens, c'est un plan qui permet d'évacuer des populations quand il y a urgence. Et c'est un plan qui permet une bonne circulation des populations, des véhicules. Vous voyez, ça, c'est le premier truc que je veux faire d'abord. Après ça, je vous ai dit tout de suite, je suis en train de mettre en place une villa typique koldois. Une villa typique. Quand je dis typique koldois, c'est-à-dire une villa que quand un koldois rentre dedans, voilà, je suis à Kolda. Je sens que je suis à Kolda. Vous voyez? Dans le cadre de la culture, dans le cadre économique, sociologique, dans le cadre du climat et dans le cadre des matériaux, ce sont ces 5 objets, ce sont ces 5 éléments qui vont me permettre de créer la villa du moins adéquate pour un Koldois qui vivra dans ce bâtiment-là aisément. Et il va retrouver tout ce qu'il veut sur ce villa-là, dans ce villa-là, parce que je vais mettre tout ce qu'on veut comme Koldois, tout ce qui va de comment ça s'appelle par exemple, nous les Koldois, nous avons l'habitude, par exemple, dans notre culture, de manger en famille. Vous voyez, dans cette villa-là, je ne vais pas seulement créer un véranda, mais je vais créer là où on peut s'asseoir. Chacun s'assoit
tranquille et on mange en famille. Vous voyez? Je vais aussi intégrer des choses comme on est des Peuls ici, la plupart ici à Kolda. On a souvent eu, par exemple, des cérémonies qu'on fait. Voilà, et tout ça, j'intègre tout ça, c'est l'art. C'est l'art qui parle en fait quand je parle de ça. Voilà, et la villa aussi va apporter à la population un truc. C'est une villa qui ne va pas être chère pour la population, par exemple. C'est une villa que une population lambda pourrait s'approprier de cette villa-là. Et moi, en tant qu'acteur, tantôt on a parlé de rémunération, je ne cherche pas ces rémunérations-là. Je ne les cherche pas. Je cherche à aider la population. Au début du travail, je vais faire ces projets-là, pas exclusivement gratuits, mais presque gratuits. Ça, je vous l'assure. Hein? Parce que ce que je vois là, les bâtiments là qui surgissent, les pentes américaines là, on dit pentes américaines. Imagine-toi des pentes qu'on fait quitter l'Amérique là, on amène à Kolda. Est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher, tu vois. Ça, c'est la deuxième chose que je vais faire. C'est la villa. Ensuite, j'ai un grand projet, un projet de rendre la ville autonome en ressources halieutiques, c'est-à-dire en poissons. Vous voyez, j'ai déjà fait presque. C'est un centre de pisciculture. Un centre qui va apprendre aux jeunes à faire la pisciculture. Et c'est ce même centre-là qui va commercialiser les produits qui vont être faits par les étudiants. Vous comprenez? Nous ne mangeons pas de poisson ici à Kolda. Pourquoi? Parce que, soi-disant, on n'a pas de mer. Ce n'est pas une excuse pour moi. On peut avoir ce qu'on veut sur tout ce qui va de l'aquaculture. On peut le faire. Vous voyez? Nos poissons quittent Elinkine, je ne sais pas, et il y a d'autres qui quittent Dakar. Imagine-toi la population qui est en profondeur, c'est dans les villages. Ils mangent des poissons qui sont morts 2 fois. C'est-à-dire des poissons qu'on a pêchés à Saint-Louis. On les met dans des cargos pour les acheminer ici 2 jours après. Vous voyez? C'est presque les poissons, quand tu les manges, il y a la langue là qui n'est pas bien, quoi. Vous voyez? Et ça, je déplore. Moi, j'ai créé un centre de pisciculture qui va produire de la poisson. Et cela va nous permettre, nous, en tant que Koldois, d'être autonomes par rapport à ces poissons-là. La quatrième, l'autre grand projet, c'est quoi? C'est de faire comment ça s'appelle? Une piscine olympique. Vous avez vu l'espace qui est derrière Saint-Charles. Après le pont, quand on part vers l'hôpital régional, l'école Saint-Charles est là. En face du SEM, il y a un grand espace là. J'ai fait une piscine olympique. Une piscine olympique qui va recevoir les compétitions olympiques de natation. Dans ce centre de piscine olympique, on a des fast-food. D'abord, à l'entrée, nous avons un grand aménagement que j'ai fait pour la population qui existe. On n'a pas d'espace ici à Kolda. La gouvernance, elle est fatiguée. Regarde les bancs de la gouvernance. Tout est cassé. L'erreur de la gouvernance aussi, c'est quoi? On n'a pas d'ombre. On ne peut pas s'asseoir le matin. On ne peut pas s'asseoir le soir. C'est la nuit qu'on peut venir. Vous voyez? Moi, dans le centre dans la piscine olympique que j'ai créée, j'ai fait un aménagement avec tout ce qui va de l'aménagement qui permettra à un Koldois de venir s'asseoir à l'heure où il veut, de s'asseoir là et de prendre de l'air, discuter. Il y a un fast-food, il y a une salle de musculation, il y a un restaurant. Vous voyez, il y a un mini-stade de compétition de natation qui va recevoir les nageurs
qui vont compétir. Il y a des hébergements et il y a 3 piscines. Une piscine pour les entraînements, une piscine pour les enfants et une piscine pour la population. Parce que à Kolda, on n'a pas de piscine, on va payer combien? 1000 francs pour se baigner. S'il y a des comment ça s'appelle, s'il y a des étrangers, on se baigne quand même dans la piscine. Il fait excessivement chaud, on n'a pas de piscine. C'est pas un développement ça. Et moi j'ai pensé comme ça. Pour les enfants, la piscine des enfants, c'est une piscine qui va faire une éducation de natation des enfants. C'est-à-dire, comme on va faire de l'éducation physique dans les écoles, on va faire de l'éducation de natation pour toutes les écoles. Ils viendront régulièrement par classe et ils vont faire leur cours de natation là-bas. C'est très important. On ne sait pas où est-ce qu'on va se trouver quelque part dans la mer un jour et on va se noyer. On ne sait pas nager. Et tout cela, je l'ai dessiné. Je l'ai dessiné. J'ai pris des dimensions ici. Hein. Ici, pour la piscine olympique, je suis venu. J'ai fait des analyses. J'ai pris des photos. J'ai pris des dimensions. Tout le terrain là, je l'ai dimensionné. Et je suis parti m'asseoir. J'ai fait parler mon intuition. J'ai fait parler ma créativité. J'ai créé des choses qui sont extraordinaires. Et là, on pourra le voir si on veut. Et après ça, pour ce qui est de la pisciculture aussi, je l'ai fait juste, vous voyez, il y a une partie près du pont là où on a comment ça s'appelle, les forgerons, voilà. C'est cet espace là que j'ai pris et j'ai mis le centre de pisciculture. Et ça aussi j'ai mesuré. Je connais parfaitement ce qui existe dans l'eau là, le fleuve là. J'ai fait des analyses, je connais toutes les ressources halieutiques qui sont dans cette eau là. Et on est en train de le perdre, c'est tout ça qui me fait mal aussi. On est en train de perdre la seule source d'eau qu'on a ici à Kolda, c'est le fleuve. Quand je passe près de ce fleuve là, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Vous savez pourquoi? On ne sait pas, on ne connaît pas combien de fois Dieu nous a donné. Ça, c'est une bénédiction pour nous. C'est une bénédiction. Un fleuve qui traverse la ville de Kolda. On devait prendre soin de ce fleuve-là. Chaque jour, on devait le nettoyer. Chaque jour, Kolda devait être la ville la plus belle du Sénégal. Mais on ne l'a pas fait. Et tout ça, j'ai matérialisé. Hein. Tout ça, c'est des étapes. Je l'ai fait avec une équipe, c'est-à-dire mon équipe à moi. On a travaillé sur ça. Et voilà, c'est des projets qui sont faits, qui sont là actuellement et qui sont disponibles. Et qui attendent les finances. Qui attendent les finances. On compte le faire parce que pour le moment, on n'a pas de tuyau pour vraiment exposer tout ça. Et un jour, peut-être, on va le réaliser. Et voilà, ça va l'émission tire à sa fin. Quels sont vos derniers mots par rapport à cet entretien? Bon, vraiment, je suis très ému. Je suis très content d'avoir fait cette émission avec vous. Et c'est vraiment comment ça s'appelle, une occasion pour moi de m'exprimer, de faire sortir ce que je veux faire et de faire comprendre aux autres ce qu'il y a à faire ici à Kolda. Il y a des choses à faire ici à Kolda. Et vraiment, vous faites un bon boulot aussi. Je vous encourage très très bien. Et je vous dis, vraiment, il ne faut pas hésiter. Il ne faut jamais hésiter s'il s'agit de me voir et de refaire une autre émission. Parce que je serai toujours là pour défendre la ville de Kolda, l'architecture de Kolda, tout. Je serai là. Donc, je vous remercie. Bonne continuation.